Salut, c'est Lex, formateur indépendant pour Animaré. Regarde la description de cette vidéo si tu veux plus de détails à ce sujet. En attendant, dans cette vidéo, je t'explique comment réagir et faire un signalement pour maltraitance faite aux jeunes que tu encadres donc sur le terrain pour les protéger et que les services spécialisés prennent en charge les différentes situations que tu pourrais rencontrer face à ces signalements. Donc on parle ici de violences physiques, psychologiques, sexuelles, voire même de harcèlement que les jeunes peuvent malheureusement subir en dehors ou sur le lieu de l'accueil collectif de mineurs où tu travailles. Et dans de rares cas, encore heureux, tant mieux, tu seras peut-être la seule personne à pouvoir sauver un ou une jeune d'une situation de danger ou pouvoir même le protéger ou la protéger parce que il ou elle est victime d'un crime. Et donc, le but est aussi de t'éviter quelques années de prison au cas où la justice finirait par apprendre que tu aurais pu signaler, mais que tu ne l'as pas fait ou pas correctement. Cela pourrait être considéré, du moins en France, comme non-assistance à personne en danger. Et la loi rigole pas trop avec ça. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier un cas à signaler. Et pour identifier un cas à signaler, il y a deux façons de faire. C'est soit tu as un constat direct ou soit un constat indirect. Je m'explique. Un constat indirect, c'est si tu as un jeune ou un adulte qui te rapporte un fait que lui ou quelqu'un d'autre a subi ou commis. Donc c'est en gros quelqu'un vient te raconter soit ce qu'il a fait ou soit ce qu'il a vu ou entendu. Ensuite, tu as le constat direct et là c'est un peu plus simple, c'est toi directement où tu tombes sur une conversation ou alors on vient te la raconter tout simplement ou quelqu'un vient se confier à toi pour parler plus clairement ou alors tu tombes sur un cas de violence donc soit on vient te rapporter un cas de violence, soit tu le vois de tes propres yeux ou alors tu tombes sur des blessures apparentes et là tu te rends compte que la personne est peut-être un petit peu battue plus que de raison. Vu les blessures qu'elle a, les blessures, les bleus, les coups, les cicatrices, etc., etc. Et donc, dans ces cas-là, que tu fasses un constat direct ou un constat indirect, moi je pense que la deuxième chose à faire, mais qui n'est pas obligatoire, mais je pense que c'est important quand même, c'est de demander l'avis d'un tiers de confiance et un tiers neutre, c'est-à-dire qui n'est pas mêlé à cette histoire. Et donc ce tiers, ça peut très bien être quelqu'un de ton équipe avec qui tu travailles, donc soit tes collègues directs animent, c'était dans leur équipe, ou alors un membre de la direction, ou alors ça peut être quelqu'un de ton entourage proche en qui tu as confiance et à qui tu vas tout simplement aller demander l'avis de cette personne pour savoir ce qu'elle en pense et elle, qu'est-ce qu'elle aurait fait à ta place. Ça peut toujours servir des fois. Et aussi, ce que tu peux faire pour être sûr et certain, si tu n'as pas, toi, cette possibilité d'avoir un conseil d'une personne de confiance et neutre dans ton entourage, ce que tu peux faire, c'est appeler le 119. Le 119, c'est le numéro de l'enfance en danger et aussi pour les parents qui sont en difficulté. Mais en gros, ce sont des professionnels de la protection de l'enfance qui derrière, si tu leur expliques la situation, ils auront toujours de bons conseils à te donner et voire peut-être qu'ils te conseilleront de faire un signalement par écrit, ce que je vais t'expliquer par la suite. Donc si tu en arrives au point où tu te dis bon voilà ça y est il faut que je fasse un signalement par écrit. Alors un signalement par écrit, il ne faut pas que tu le fasses n'importe comment. Alors déjà, premièrement, à quoi ça sert un signalement par écrit? Ça sert à transmettre les informations que toi, tu as pu détecter ou alors qu'on t'a rapporté, à les transmettre aux services spécialisés qui vont prendre en charge le ou les jeunes que tu souhaites protéger des différentes situations qu'ils pourraient rencontrer, qui nécessiteraient qu'il y ait une aide extérieure et de la protection qui vienne pour eux. Et donc en fait, c'est un papier qui va derrière servir de traçabilité au constat qu'on a fait pour ce ou cette jeune en question. Et donc, ce signalement, il faut pas que tu le fasses à l'arrache, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut que tu fasses avec sérieux et rigueur parce que c'est un papier après qui va partir dans les services de justice et dans les procédures de justice qui vont s'enclencher, qui peuvent peut-être s'enclencher derrière, c'est pas sûr à tous les coups, mais en attendant, donc du coup, il faut que ce papier soit clair,
précis. Et déjà, il faut qu'il existe, premièrement. Et donc, ce signalement, comment le rédiger? Déjà, premièrement, ce qu'il faut dans ton signalement, c'est qu'il y ait des coordonnées et un contexte. Donc, des coordonnées, c'est qui écrit, qui rédige le signalement. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ton nom, ton prénom et de quoi te contacter. Donc, ton adresse avec un code postal et la ville où tu habites. Et en plus de ça, un numéro de téléphone et aujourd'hui, une adresse mail. Comme ça, on peut te recontacter de plein de manières différentes s'il y a besoin de précision par rapport au signalement que tu viens de faire. Et ensuite, le contexte, qu'est-ce que c'est? C'est préciser dans quelles conditions toi tu as dû faire ce signalement. Donc c'était où et quand. La date et l'heure, le lieu où toi soit tu as constaté la chose à signaler ou alors où on t'a rapporté la chose à signaler. Et ensuite, qui est concerné? Donc c'est-à-dire les victimes, précisément, c'est pour qui est-ce que tu veux protéger avec ce signalement. Et aussi, chose importante, les personnes qui étaient présentes au moment où soit toi tu as constaté de tes propres yeux ou de tes propres oreilles, ou alors au moment où on est venu te rapporter les faits, parce que peut-être qu'on est venu confier des choses à un collectif et que c'est toi qui rédige ce signalement, mais peut-être que vous étiez plusieurs, ou alors peut-être tout simplement qu'il y a des témoins de la scène qu'on est venu te rapporter aussi. Donc c'est important aussi de préciser qui était présent au moment où toi tu fais ton constat. D'accord ? Ensuite, une fois que toi tu as donné tes coordonnées, tu as mis sur écrit tes coordonnées et le contexte, ce qu'il faut ensuite c'est rapporter les faits. Et alors là, tu as deux façons de faire. Si c'est une conversation, tout simplement tu rapportes mot pour mot ce qui s'est dit dans l'ordre de la conversation. Juste tu rapportes mot pour mot ce qui s'est dit dans la conversation le plus fidèlement possible. Maintenant, si c'est des faits, donc par exemple, tu as vu quelqu'un tabasser quelqu'un d'autre, tu as vu un papa tabasser son fils devant le centre, et tout simplement tu racontes chronologiquement l'ordre des faits qui, toi, a fait que tu es tombé sur ce constat-là et ce que tu as vu pendant ce constat-là. Donc, 1, j'ai vu ça, 2, j'ai vu ça, 3, j'ai fait ça, 4, je suis passé à ce moment-là, ensuite 5, j'ai vu ça, ensuite c'est passé à ça. Voilà, l'ordre chronologique des faits. C'est les deux solutions que tu as un petit peu pour rapporter ce qui s'est passé, toi faire ton signalement concret. Soit tu rapportes la conversation, mot pour mot, soit tu détailles la chronologie des faits dans l'ordre. Ensuite, dans ce rapport des faits, quand toi, tu vas soit dire ce qu'on t'a raconté, soit quand toi tu vas rapporter la conversation ou la chronologie des faits, ce qui est important aussi, c'est que tu fasses ni interprétation ni jugement dans ces faits. Pourquoi ? Parce que en fait, les interprétations et les jugements, il faut laisser ça aux professionnels. C'est-à-dire que, en général, nous, on n'est ni flic, ni gendarme, ni juge, ni assistante sociale, ni psychologue, ni médecin, etc., etc. Et donc, ce qui veut dire que toi, t'es pas là pour faire des interprétations et tirer des conclusions. Malgré tout ce que tu penses, c'est normal. Hein, tu vois, tu vas tomber sur un jeune qui te raconte que papa vient lui rendre visite toutes les nuits dans son lit et qui lui demande de lui faire, de lui faire embrasser l'oiseau. Oui, forcément, toi, tu vas avoir un jugement derrière ça, mais on te le demande pas. Ce qu'on te demande, toi, c'est juste de rapporter mot pour mot ce qu'on t'a dit dans ce cas-là, tu vois. Pourquoi ? Je viens de te le dire, pardon, c'est parce qu'on n'est pas des professionnels. Et donc, pardon, ce que je veux dire, c'est que, en gros, il ne doit pas y avoir de je pense, je me doute, je crois, j'imagine, j'interprète. Tout ça, tu les oublies, tu vois. Tous ces faits qui sont subjectifs, où toi, tu vas apporter ta propre interprétation ou ton propre jugement. Tu laisses ça pour les professionnels. Toi, tu t'occupes juste de rapporter les faits, donc soit les conversations, soit la chronologie des faits. Ok ? Voilà. Et ensuite, toi, tout ce qui te reste à faire, c'est dater, situer et signer. Donc, c'est-à-dire tout simplement mettre la date, l'heure si tu veux, dire qui tu es, enfin répéter qui tu es et dire à l'endroit où tu as fait ça, c'est ça situer. Hein, c'est où est-ce que tu étais, est-ce que c'est une ville, est-ce que c'est une pièce particulière dans le centre du lieu d'accueil où tu travailles. Ça peut arriver, on peut préciser comme ça aussi. Enfin voilà. Et donc c'est important ça aussi de dater, signer et situer. C'est pour pouvoir toi aussi te protéger derrière et dire voilà, je l'ai fait tel jour, telle heure, j'en ai la preuve. Voilà, ça a été fait. Voilà. Et ensuite, quatrième point, enfin la chose que tu dois faire une fois avoir rédigé ton signalement, c'est le transmettre ton signalement. Donc logiquement,
le biais commun voudrait que tu fasses remonter ton signalement par la chaîne hiérarchique. Donc très simplement, c'est-à-dire que si toi t'es dans une équipe d'animation, c'est le transmettre à ton équipe de direction qui elle va le transmettre à ton équipe à l'organisateur ou alors à l'équipe de coordination par-dessus et qui celle-ci est censée contacter les services spécialisés, donc c'est-à-dire gendarmerie, police, ASE, donc aide sociale à l'enfance, PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, etc., etc. Donc, ils sont censés faire remonter ton organisme, si tu suis la chaîne hiérarchique, est censé finir par faire remonter le signalement à un de ces services. Maintenant, s'il y a un moment où toi, tu as le moindre doute, le moindre déficit de confiance envers n'importe quel maillon de la chaîne avant d'arriver à ce que avant d'arriver à ce que ton signalement avant d'arriver à ce que ton signalement arrive à un service spécialisé, donc comme je viens de te le citer, police, gendarmerie, ASE, PJ, etc., si à un moment tu as le moindre doute dans la chaîne hiérarchique de l'organisme où tu travailles, tu peux directement toi aller voir ces services et leur remettre en main propre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà entendu autour de moi des histoires où les organismes, pour leur réputation, essayent d'étouffer les affaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu as des jeunes qui continuent à rester dans le danger où ils étaient. Et ça, c'est pas super cool. Et puis, le pire, c'est que ça peut encore une fois se retourner contre toi. Si toi, on se rend compte que tu savais que tu as signalé, mais que tu aurais pu signaler à des personnes plus compétentes et plus sûres, où tu es sûr et certain qu'il y a des choses derrière qui se seraient mis en place. Enfin voilà, donc des fois, si tu as le moindre doute, toi, n'hésite pas derrière à aller directement voir les services spécialisés. C'est le moindre doute envers l'organisme avec lequel tu travailles. Et ensuite, dernier point que je te dirais pour transmettre le signalement, c'est toi, protège-toi derrière ce signalement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par protège-toi? C'est fais une copie du signalement avec émargement de réception. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que sur ton signalement, tu vas réserver un espace où tu vas mettre remis à telle personne qui a telle fonction, à tel endroit, et tu fais signer cette personne. Et toi, après, derrière, tu repars avec une copie de l'exemplaire où la personne a signé. Comme ça, ce qui veut dire que toi, même 15, 20 ans plus tard, si on vient te reposer des questions en disant « Mais toi, t'as donné ça, t'as signalé, t'étais au courant, t'as dit ça à qui ?» Oui, regardez, j'ai le signalement rédigé par ma propre personne, daté et signé, l'endroit où je l'ai fait. Et puis en plus de ça, vous avez de l'autre côté la personne à qui je l'ai remise avec sa signature, la date, sa fonction et l'endroit où on a fait ça. Donc maintenant, si le signalement n'a pas été transmis, rapprochez-vous de cette personne-là. Moi, j'ai été transmettre et bien correctement, j'ai fait ma part du boulot, vous avez rien à me reprocher. Tu vois? Et donc, ça peut te sauver ta vie. Tu vois, on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que, tu sais, je dis n'importe quoi, les violences sexuelles maintenant, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. Les violences sexuelles maintenant, la prescription est passée à 30 ans, ce qui veut dire que 30 ans après les faits, on peut venir te poser des questions si toi, tu étais au courant ou pas, tu vois, par exemple. Donc, ça peut être bien si 29 ans après et que ça tombe, si tu as encore une trace de quoi te protéger. Et oui, et ensuite, cette trace-là, toi, tu l'archives. C'est-à-dire, soit tu la mets dans un endroit chez toi où tu es sûr que tu vas jamais la perdre, mais en sachant qu'une maison, ça peut brûler. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est l'archiver sur Internet avec les clouds qui existent aujourd'hui. Tu peux tout archiver ad vitam aeternam et voire même aussi en faire plusieurs copies papier et les répartir à différents endroits stratégiques. Comme ça, si jamais tu en as une qui disparaît, tu en as encore une autre sous le coude que tu peux ressortir assez facilement. Voilà. Maintenant, si toi, tu as du mal avec la rédaction de signalement, ce qui peut se comprendre, surtout si tu n'as jamais fait ça de ta vie. Moi, je t'en ai mis un modèle de signalement gratuit sur la médiathèque Animare. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et tu vas tomber dessus. Et donc, en fait, ce signalement, ce modèle va ressembler à ça. Et donc, en fait, tout est résumé dessus. Donc, tu as le rédacteur ou la rédactrice, tu as le contexte, tu as le rapport des faits et enfin, l'émargement du rédacteur et de la personne à qui tu le transmets. Et bon, voilà. Donc ça, c'est un modèle, c'est-à-dire que tu peux très bien recopier et refaire à ta sauce, mais sinon je l'ai mis en format Word, ce qui fait que tu peux directement t'en servir et soit travailler dessus, soit l'imprimer, le remplir à la main si t'as pas énormément à mettre. Enfin voilà, bref, maintenant t'en fais ce que tu veux, t'as juste à aller voir. Si t'en as besoin, c'est là, c'est le premier lien dans la description. Surtout t'hésites pas, c'est gratuit, c'est pas pour rien que je le mets gratuitement aussi, c'est parce que je pense que je peux pas prendre d'argent sur un truc aussi grave, tu vois. Mais en tout cas voilà, si t'en as besoin d'un modèle de signalement, il est là sur la médiathèque Animare, premier lien dans la description. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, ce que je voudrais aussi
faire, c'est te donner quelques conseils pour toi te comporter face à une situation où tu détectes qu'il va falloir faire un signalement. La première chose que je te conseille, c'est de faire preuve d'écoute et de patience. En gros, que tu te montres disponible. C'est-à-dire que peut-être que toi, voilà, t'es tombé sur le signalement, peut-être qu'on est en train de se confier à toi, bah déjà prends le temps, sois rassurant ou rassurante, hein, prends du temps, fais preuve d'écoute, rassure la personne, fais-lui un temps personnalisé s'il le faut. Et surtout, montre-toi disponible si la personne a encore besoin de venir se confier, venir discuter après, par la suite, s'il y a encore besoin que ce soit un rapport de conversation ou que ce soit t'es tombé sur des faits violents ou etc. etc. Enfin, ensuite, ce que je te conseille aussi, c'est de toi, d'un autre côté, de rester neutre parce que, surtout dans les moments où on va venir te rapporter des conversations, il se peut que ce soit pas vrai, d'accord ? Bon, je vais te parler après au cas où s'il y a des menteurs, je t'en parle un peu plus tard. Mais reste neutre, on sait jamais et c'est pas, encore une fois, c'est pas à toi de juger la situation et de prendre des décisions derrière, d'accord ? Donc essaye de rester neutre un maximum possible. Après, je sais très bien, t'es qu'un humain comme tout le monde, hein, moi aussi. Le jour où j'ai eu un jeune qui arrivait avec des brûlures de cigarettes sur le bras, j'ai eu du mal à rester neutre, tu vois. Mais c'est important, il faut le faire quand même, d'accord ? Ensuite, ne perds pas de temps. Ça, par contre, c'est important parce que peut-être que, sans forcément aller, et c'est possible, peut-être que le ou la jeune en question que tu cherches à protéger avec ton signalement, peut-être qu'il est en danger de mort, tu vois. Et donc, c'est peut-être important que tu te dépêches. Et même si il ou elle n'est pas en danger de mort, s'il se fait violer tous les soirs par son beau-père, bah, il est peut-être temps que tu fasses stopper la situation et que ça aille le plus vite possible, tu vois. Et enfin, je pense aussi essayer d'éviter de mêler trop de monde à la situation. Essayer d'éviter de faire la rumeur à sensation autour de cette histoire-là. Ben ouais, c'est peut-être pas forcément très judicieux, à la fois pour le ou la jeune en question, à la fois pour toi la crédibilité que tu vas avoir aussi si tu te mets à te transformer en mère-commère, et aussi peut-être aussi pour la réputation du centre où tu travailles. C'est peut-être important de pas forcément mettre tout le monde dans un climat alors que ça concerne que un ou deux individus peut-être, ou en tout cas très peu, et c'est peut-être aussi important pour préserver la réputation des personnes qui vont être incriminées dans cette histoire et que derrière il va peut-être y avoir des décisions de justice qui vont les innocenter. Donc à tort ou à raison, enfin j'espère à raison si elles sont innocentées, mais c'est peut-être pas le moment de créer une émeute alors que derrière on va se rendre compte qu'il y avait un gros quiproquo et que toi-même t'es tombé dans le piège du quiproquo, d'accord ? Enfin voilà, évitez de mêler trop de monde à cette histoire-là. Enfin, dans tous les cas, je pense que il vaut mieux signaler pour rien que de ne pas signaler du tout. Voilà, je reviens à mon exemple des menteurs. Tu vois, peut-être qu'on t'a menti, que ce soit un jeune ou un adulte, il se peut qu'on t'ait raconté une histoire qui soit complètement du pipeau. En attendant, derrière, on peut reprocher bien des choses à l'État français, mais ils ont quand même des services qui sont plutôt efficaces et efficients. À ce niveau-là, quand on parle de signalement, donc c'est-à-dire que ces services-là, en général, faut comprendre aux personnes qui ont menti que les premiers à subir les conséquences de leurs mensonges, ce sont les vraies victimes qu'on finit par ne plus croire ou ne plus voir. Parce que t'as des petits malins, tu veux te mettre en avant, tu veux mentir, tu veux faire du mal aux gens, etc., etc. Et derrière des vraies personnes qui sont dans des vraies situations de détresse et qu'on croit pas ou qu'on voit pas parce que toi t'as menti et que t'as saoulé tout le monde avant. Et en gros c'est comme ça qui voit à peu près le fonctionnement. Et il y a très très peu de cas de récidive derrière. Donc encore une fois je te répète, on peut reprocher bien des choses à l'État français, mais en tout cas là-dessus il y a quelque chose d'efficace et d'efficient. Il faut le mettre en avant. Les menteurs, ils savent très bien les remettre à leur place. Et je te répète, il y a très très peu de cas de récidive derrière. Et ensuite, peut-être que toi-même, tu t'es trompé. Hein, ça peut arriver que tu aies fait un signalement à tort. Mais en tout cas, sans vouloir trop rentrer dans les détails de ce qui pourrait t'arriver, dans ces cas-là, en tout cas, il t'arrivera rarement quelque chose de grave. En général, c'est plus des personnes qui t'en voudront, mais ça fera toujours moins de mal qu'un signalement sur lequel on aurait fermé les yeux alors qu'on aurait dû les ouvrir, tu vois. Maintenant, d'où le fait aussi peut-être de demander conseil à un tiers qui est neutre et de confiance aussi, peut-être avant de signaler. Enfin voilà, moi c'est pour ça aussi que je te disais de le faire. C'est peut-être pour demander l'avis de quelqu'un. Enfin bref, t'as compris où je voulais en venir.
Enfin voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner aussi des exemples de signalements concrets que tu puisses voir quel type de choses on peut signaler. Donc par exemple, les sévices corporels. Donc les sévices corporels, c'est si toi, tout simplement, tu vois, je dis n'importe quoi, la famille d'un jeune qui le tabasse, soit avant de te le déposer, soit juste après l'avoir récupéré à la sortie ou à l'entrée du centre. Donc quand je dis tabasser, c'est tabasser, hein. C'est pas je t'ai mis une petite taloche sur la tête, voilà, malgré maintenant que le fait c'est interdit, mais non, je te dis tabasser, c'est tabasser, d'accord? Que derrière on repart avec des coups significatifs. Enfin voilà, donc ça, ou alors si toi-même tu constates des bleus, des blessures, des cicatrices sur le corps des jeunes que tu voudrais, que tu encadres et que tu voudrais protéger, ouais, va peut-être falloir faire quelque chose. Je te parlais de brûlure de cigarette, t'as des bleus que tu devrais pas avoir sur le corps, t'en es couvert, etc., t'as des cicatrices de ouf, t'as l'impression que t'as pris des coups de fouet ou enfin voilà, bref, ça il va peut-être falloir signaler. Maintenant, attention, juste pour te dire quand même que chez les jeunes, et on dit souvent ça, c'est pas facile à dire, on dit souvent ça chez les moins de 10 ans, mais c'est aussi valable pour les ados. Il faut faire attention aux jeunes qui est couvert de bleu du coude au poignet et du genou à la cheville. Donc c'est-à-dire sur les extrémités du corps, il se peut que ce soit normal, hein. Donc en dessous de 10 ans, c'est complètement normal. En fait, tout simplement, c'est les petits, ils ont leur corps qui est en train de grandir, ils n'en ont pas encore pris totalement conscience, ça s'appelle la proprioception, ils maîtrisent pas encore exactement le déplacement et le volume que va prendre leur corps dans l'espace, ils sont encore maladroits avec justement leur corps parce qu'il est en train de grandir, ils n'ont pas encore bien pris les proportions et donc ils n'arrêtent pas de tomber, de se cogner. Et donc quand tu tombes et tu te cognes à gauche à droite, les premiers endroits qui te prennent, c'est les extrémités des membres, donc avant-bras et tibia en général, et ça peut même arriver même chez les ados qui eux aussi ont encore des grosses poussées de croissance et qui n'ont pas encore pris totalement possession et maîtrise de leur corps, ça peut arriver. Donc en gros, coude au poignet, faut faire attention. Ça veut pas dire que c'est pas de la maltraitance, hein, mais ça peut être normal, c'est ça que je veux dire. Et par contre, si jamais tu te rends compte que c'est des blessures qui sont sous les habits, donc c'est-à-dire qui sont censées être cachées par les habits en permanence, là, il faut te poser des questions tout de suite. Tu vois, bon, ça peut arriver, tu tombes, t'es tombé sur les côtes, t'as un bleu, voilà. Maintenant, si t'es couvert de côtes, il faut commencer à se poser des questions. Tu vois, là, c'est là où je veux en venir. Pareil, des blessures dans le dos, c'est pas courant normalement. Je te dis, quand tu tombes, en général, on a tous les réflexes de la position fœtus quand tu vas tomber, et donc c'est pas censé être le dos qui prend. Tu vois, enfin bref, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des sévices corporels. Ensuite, ce qui signale aussi les agressions et attouchements sexuels, soit qu'on est venu te rapporter, soit que tu as constaté de tes propres yeux. Ça peut arriver, hein, tu peux tomber sur un de tes collègues qui fait des choses qu'il ne devrait pas faire avec les jeunes. Ça peut arriver aussi que ce soit les jeunes entre eux qui s'agressent, tu vois. Tu peux tomber sur ça aussi. Après, enfin, dans tous les cas, il va falloir, je pense, dans ces conditions-là, il va falloir que tu signales ou que tu fasses quelque chose, parce que si jamais ça c'est et que toi tu fermes ta bouche ou qu'on ne dit rien, ou que tu dis rien, pardon, tu risques d'avoir de gros problèmes. Ensuite, ça c'est un truc du moment, et je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des campagnes là-dessus en ce moment, c'est sur le harcèlement. Si tu vois des jeunes qui se font traquer par tout un autre groupe et que ça dure, c'est ce qui s'appelle du harcèlement, hein, tout simplement. Et qu'il soit légitime ou pas, justifié ou pas, aujourd'hui, il existe des services de protection. J'ai oublié les numéros, mais en tout cas, si tu fais appel au 119, eux, ils te transmettront ou ils te renverront directement vers ces services de protection spécialisés pour le harcèlement. Et parce qu'en plus, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Et bref, ça prend des proportions énormes, et donc c'est pas quelque chose non plus qu'on traite à la légère, hein. Toi, tu peux être peut-être la personne qui va empêcher un ou une jeune de se suicider parce qu'il en pourra plus du harcèlement qu'il sera en train de subir depuis plus ou moins longtemps.
Ensuite, ce qui se signale aussi, ce sont des cas de sous-nutrition. Donc ça peut arriver où tu vois où t'as des jeunes, t'as toute une fratrie, ils sont 4 et les 4 sont squelettiques et rachitiques. Et ben ouais, faut peut-être signaler que en plus de ça, tu les vois, t'en chopes un qui veut pas manger mais qui vole de la nourriture et qui la met dans ses poches. Et après tu comprends que c'est pour donner à manger à ses petits frères et sœurs à la maison. Bah ouais, là va peut-être falloir faire quelque chose. Peut-être que les parents ne sont pas forcément mauvais avec les jeunes, mais en tout cas les jeunes sont en danger de les jeunes sont en danger de sous-nutrition et voilà, il y a leur vie qui est en jeu tout simplement. On peut peut-être faire quelque chose et ça peut peut-être se signaler, ne serait-ce que d'apporter de l'aide aux parents. C'est peut-être ça aussi, ton signalement servira peut-être à ça. Voilà. Ensuite, ce qui se signale aussi, c'est le bizutage. Par exemple, si tu as des collègues qui sont stagiaires ou pas, là, en train de passer leur BAFA, et qu'on leur fait faire des choses qui devraient pas arriver. Donc, par exemple, où on les humilie en leur jetant de la peinture et en faisant passer tous les gamins, on fait ce qu'on appelle un déglagani, mais tout le monde te jette des trucs parce que t'es le petit nouveau, ou alors on te fait faire des tâches que personne d'autre ne fait et qui sont plutôt humiliantes et dégradantes. Moi j'ai vu des trucs de fou, on te fait bouffer de la pâté pour chat en 5e, on te fait plonger dans une piscine en plein hiver, etc. Enfin voilà, tout ça s'appelle du bizutage et aujourd'hui c'est puni par la loi, c'est pas censé exister. Okay, les petits stagiaires, les petits nouveaux sont pas censés être nos souffres-douleurs, bien au contraire, et c'est pas comme ça qu'on va leur donner le goût à continuer et à vouloir envie de rester dans l'animation et à prendre soin des jeunes. Non, tout ce que tu fais c'est le contraire, c'est les dégoûter, surtout quand ça se passe mal et ça peut aller super loin ce genre d'histoire. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Et ensuite, ce qui signale aussi sont les punitions abusives qui se passent sur centre ou en dehors du centre de l'accueil collectif des mineurs. Par exemple, si t'apprends qu'il y a des gamins qui, pour une connerie bidon, je sais pas, n'importe quoi, t'as pas fermé la porte du frigo et tu passes 3 nuits à la cave avec les rats et en plus tu te fais tabasser ça toutes les nuits, ben ouais, ça faut peut-être le signaler. Pareil, si t'as des collègues qui mettent en place des punitions où on fait tenir les gamins pendant plus de 2 heures à genoux dans les cailloux parce que y a pas de parce que ça s'appelle torture, ça c'est pas censé exister les punitions comme ça. Pareil, tu chopes tes collègues en train de faire squatter des gamins en pleine nuit dehors avec -10 et ils sont en caleçon, tout ça parce qu'ils ont foutu le bordel pendant la nuit, c'est pas une excuse. Et ça aussi ça se signale, tu vois. Et ça s'appelle maltraitance faite aux jeunes, tout simplement. Et ça aussi, ça peut être signalé. Enfin bref. Maintenant, quel que soit le signalement que tu fais, il y a quand même des choses à éviter. Par exemple, d'éviter de remuer le couteau dans la plaie avec les concernés. C'est-à-dire que s'ils ne te demandent rien, si tu n'en parles pas, évite de toi retourner les voir et de remuer, sauf si tu as besoin d'informations. Mais ça, normalement, c'est pas censé être ton boulot de retourner poser des questions une fois que toi, tu as fait ton signalement. Il y a des professionnels pour ça. Ensuite, chose à éviter, c'est de prévenir l'entourage des concernés. Ben ouais, que l'entourage soit responsable ou pas, ça peut aller porter à de grandes dérives, tu vois. Il serait peut-être un petit peu dommage qu'un papa termine en prison parce qu'il apprend qu'un animateur a touché sa petite fille aux toilettes pendant le goûter au centre aéré, tu vois. Je comprendrais tout à fait le papa, tu vois, mais peut-être que sa petite fille, elle préférerait que le papa reste à la maison pour s'occuper d'elle par la suite quand l'animateur, lui, va partir en prison. Ça pourrait être un petit peu mieux. Et aussi, pareil, si ça se trouve, c'est le papa qui fait des saloperies à la petite fille. Et donc, si toi, tu vas le prévenir, bah, c'est peut-être lui faire prendre plus de risques qu'autre chose à la petite fille. Enfin, voilà, bon, c'est qu'un exemple, mais je pense que tu comprends là où je veux en venir. Et ensuite, voilà, chose à éviter, c'est de faire un signalement oral. Donc c'est déjà bien de faire un signalement oral, c'est-à-dire de transmettre à quelqu'un que voilà, t'as constaté, on est venu te dire ou ceci, cela, quelque chose à signaler. Et toi, tu le transmets de manière orale, de manière tacite, donc juste par la parlotte, à quelqu'un d'autre, à un de tes responsables. Ouais. C'est prendre énormément de risques. Si le responsable est borderline, qu'il oublie ou qu'il transmet pas ou qu'il déforme tes propos, ça risque de se retourner contre toi. Le seul signalement oral que tu peux te permettre de faire, c'est celui que tu vas faire au commissariat. Pourquoi ? Parce qu'au commissariat ou à la gendarmerie, on va prendre une déposition qui va se transformer en signalement par écrit et qui va finir par ressembler à celui que je t'ai présenté juste avant. Donc là, il n'y a pas de problème.
Mais sinon, si t'es pas dans un commissariat ou dans une gendarmerie, viens avec un signalement écrit et transmets-le et fais signer la personne à qui tu le remplis. Ce sera beaucoup plus simple hein, et t'éviteras bien des risques, des dangers à la fois pour toi et pour les jeunes concernés. Surtout pour les jeunes concernés. Enfin voilà. En attendant, s'il te plaît, prends bien conscience qu'un signalement, ça ne se fait pas à la légère. N'oublie pas que derrière, il y a des jeunes qui comptent sur toi et moi aussi. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.